t'étais sans éducation financière il y a encore 2 ans. Sans éducation financière et à découvert. C'est parti d'un prêt à la consommation, mauvaise gestion de mes finances, des départs en vacances, etc. Donc tu vivais au-dessus de tes moyens C'est ça. à ce moment-là. Exactement. Je te disais en intro, ton score, il est un peu bancal. Franchement, le score, il est pas ouf, le score, Jonathan. Faut qu'on parle de ton score là. Aujourd'hui, j'analyse le patrimoine de Jonathan qui a monté sa conciergerie. C'est parti. Salut Jonathan. Salut Mounir. Tu as monté ta conciergerie et tu nous dis que tu étais sans éducation financière il y a encore 2 ans. Sans éducation financière et à découvert. À découvert chronique, tu veux dire, ou ça arrivait de temps, c'était systématique? Découvert, on va dire une seule fois. C'est parti d'un prêt à la consommation, mauvaise gestion de mes finances, des départs en vacances, etc. Donc tu vivais au-dessus de tes moyens C'est ça. à ce moment-là. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui a permis le déclic? Du coup, le fait de monter ma conciergerie, donc ça va faire 3-4 ans à peu près que je travaille en conciergerie. Et ensuite, je l'ai monté tout seul premièrement il y a 3 ans, où je gérais déjà des studios, etc. Puis après, c'est comme ça que j'ai réussi forcément à me faire de l'argent à côté de mon salaire. On va regarder tout ça en détail. Déjà pour commencer, ton patrimoine, 63 000 € de patrimoine brut et net, c'est déjà pas mal. Beaucoup de cash sur des comptes bancaires. Tu m'expliques ça, on voit que la note Finari, 67 sur 100, pas mal, mais il y a encore du potentiel d'amélioration. Du coup, ton profil, t'as 29 ans, célibataire sans enfant, à bon entendeur. Situation, tu nous l'as dit, tu fais de la conciergerie Airbnb et tu fais de la formation. Tu fais de la formation dans quoi? Dans le même domaine. Je forme simplement dans le même domaine, conciergerie immobilière toujours. Donc je forme en fait les salariés et les étudiants se lancer dans cette même activité, côté leur travail ou bien à côté de leurs études. Tu peux donner un ordre d'idée, par exemple, si moi je veux gagner, je sais pas, 1500 € par mois, il va falloir que je travaille combien d'heures à peu près ou que j'ai combien d'appartements? 1500 € par mois. Alors déjà, tout dépend où tu es basé. Ouais, on va dire à Paris. Mais on va dire à Paris, je pense que pour 1500 € par mois, 2 appartements peuvent suffire. Okay. Le prêt à la nuitée à Paris est quand même très intéressant. En général, les conciergeries prennent commission, donc un pourcentage sur le chiffre d'affaires d'un propriétaire. Ouais. Pour un studio, on va dire de 150 € la nuit, tu vas louer 20 nuits, faire une petite marge aller de 500-600 € net dans ta poche. Donc en gros, 2-3 studios, ça peut aller vite. Mais tu l'as dit, il faut aller dans une ville où, a priori, si le studio il est à 50 € la nuit, il va falloir avoir un peu plus de biens à gérer. C'est chronophage. Exactement. Donc le plus important, c'est d'être dans une ville attractive. Dans une Paris, ville attractive. Lyon, Marseille. Et toi, tu es sur une conciergerie que tu définirais comme plutôt standard, plutôt haut de gamme, plutôt entrée de gamme? Je dirais standard et en même temps haut de gamme, parce qu'on a des appartements où le prêt à la nuitée peut monter à plus de 1000 € la nuit. Et ouais, d'autres appartements beaucoup plus standards où on a des studios, des T2, on va dire très, très simples. Ok. Et tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que les clients, c'était quasiment que des étrangers? Essentiellement sur les appartements haut de gamme. Sur les appartements haut de gamme, il n'y a plus d'argent en France, c'est trop cher pour nous. Pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat en berne. Revenu, 7 570 € par mois. C'est énorme, un très gros revenu. Ça commence à être intéressant. Alors après là, j'ai vraiment mis tous les revenus, c'est-à-dire qu'il y a le business de la conciergerie immobilière, il y a également la formation. Et donc la conciergerie, tu nous l'as dit, c'est 5 000 € par mois. La formation, c'est pas de revenus car dividendes non versés, mais en gros c'est l'équivalent du reste, 2500 € par mois. Puis la formation, c'est quoi? C'est un format où tu donnes des cours à distance, c'est des vidéos, l'élève il est autonome, toi tu es là physiquement, comment ça se passe? C'est ça, donc ce sont uniquement en fait des vidéos qui ont déjà été tournées, où le membre aura accès à la plateforme de la formation. Ensuite, il pourra également nous poser ses questions. Il y a une communauté aussi, un forum pour qu'ils puissent échanger entre eux? Il n'y a pas de communauté encore, mais il peut nous poser ses questions sur WhatsApp, à ses coachs, donc moi-même et à mon associé. Et il peut également réserver des appels qui sont dans la formation, où là c'est un peu plus du coaching et de l'accompagnement personnalisé. Du coup, tu ne disais pas d'expérience en investissement. J'ai commencé par me constituer un matelas de sécurité depuis 1 an. Le matelas de sécurité, j'imagine qu'il est sur t'as ton livret A en gros qui est plein, si je ne m'abuse. J'ai commencé à épargner tard car je n'avais pas d'éducation financière. Je ne sais pas si je dois commencer à investir une partie de mon épargne dès maintenant. Jusqu'ici, j'ai épargné 2000 € par mois sur mon livret A, mais maintenant qu'il est plein, je mets tout sur mon compte courant. Mon banquier doit être très content. Je n'ai pas encore de stratégie d'investissement due à mon potentiel départ à l'étranger. J'investis mon énergie et mon temps dans mes entreprises. Objectif patrimoine conséquent mais prudent. À moyen terme, 3 ans, avoir constitué un patrimoine financier solide 1 million d'euros. C'est énorme. Tu veux faire 1 million d'euros en 3 ans. C'est énorme. C'est énorme, mais on va dire que j'ai beaucoup d'objectifs et j'aimerais bien avoir un portefeuille, on va dire, très conséquent. Ok. 50% d'immobilier, 20% d'actions, 20% de cash, 10% de private equity. Ça vient d'où cette allocation? On va dire que c'est l'objectif que j'ai à moyen terme. L'immobilier, je suis un petit peu dans le domaine. Ouais. Donc forcément que j'aimerais investir tôt ou tard dans l'immobilier. T'es pas encore propriétaire aujourd'hui? Pas encore, même si j'ai hésité. Et les actions, on va dire que à travers tes vidéos, je
c'est un domaine qui commence de plus en plus à m'intéresser. Donc j'aimerais pourquoi pas me lancer là-dedans. Le cash, je pense que le cash est toujours important et qu'il faut en avoir pour pouvoir acheter un appartement si on en a besoin. Et le private equity, ça c'est un peu un domaine pareil, un domaine qui m'intéresse. Pourquoi pas investir dans des startups ou ce genre de choses. La crypto, ça t'intéresse pas? Pas encore. On va dire que c'est pas forcément, on va dire, l'actif qui m'intéresse tout simplement. Ok. À long terme, 5 ans, ton long terme est relativement court terme, je trouve, mais ça c'est autre chose. Donc tu vas avoir une résidence principale à l'étranger ou en France? C'est quoi? C'est étranger ou France? Je me pose la question justement, mais Ouais. je pense quand même plutôt l'étranger. Avec ce qui se passe en France en ce moment, je pense que, après c'est mon avis bien entendu, mais je sais pas si c'est une très bonne idée d'investir en France et d'avoir sa résidence principale. Qu'est-ce qui t'inquiète concrètement? Ce qui m'inquiète, c'est surtout la différente réglementation et le pouvoir d'achat français. Ok. Patrimoine financier, 3 millions d'euros, donc tu veux beaucoup d'argent, plusieurs actifs partout dans le monde, idéalement donc très diversifié, et une vie de famille. Ça c'est un bon objectif. Il n'y a pas que l'argent. Là tu bosses combien d'heures par semaine, qu'on ait une idée? Par jour, je pense que je peux avoir un ordre d'idée qui est à peu près entre 5 heures, entre 5 et 7 heures. Ça dépendra des journées, mais en moyenne, c'est entre 5 et 7 heures, je dirais. Tu bosses tous les jours ou tu bosses pas... Tous les jours, sauf le week-end. En général, après, ça peut m'arriver de faire des arrivées de temps en temps sur les appartements assez premium. Donc tu as quand même le temps de faire autre chose par ailleurs. Tu peux consacrer du temps à des hobbies et compagnie. Totalement. Tu nous as mis ton cash flow, qu'on va aller regarder évidemment avec grand plaisir. Les revenus, ça on en a parlé tout à l'heure, donc si on se retrouve les fameux 7500 €. Investissement mensuel, bon pour l'instant, j'ai envie de dire, il est très très bon, ton taux d'épargne. Par contre, là, on va travailler un peu sur cette zone-là pour flécher ça vers des placements un peu plus rentables. Le logement, tu me disais, tu as trouvé un appartement pas trop cher dans Paris, dans un bon quartier. Vie quotidienne, courses, resto, t'aimes bien sortir au resto? On va dire que oui. Je pense que ça se voit. Ça se voit, et puis ça coûte cher. Shopping aussi, t'aimes bien faire du shopping. Petites activités, bon après Paris ça coûte cher, franchement. Le chat, 40 €. Ça, c'est cher. Mais bon, c'est un bon compagnon. Internet, téléphone, transport et voyage. Ça, j'imagine que c'est ton budget annuel, en gros, que tu as divisé par 12, quelque chose comme ça. Exactement. Je vais voir ma famille de temps en temps à Lyon, donc ça m'arrive très souvent de prendre le train. À court terme, t'installer dans une ville attractive et lancer une conciergerie à l'étranger. Pourquoi tu penses qu'il y a plus de potentiel à l'étranger? Parce que là, a priori, à Paris, tu nous l'as dit, tu travailles 35 heures par semaine, tu gagnes quand même bien ta vie, tu as un business qui est en train de se développer. Pourquoi tu as envie d'aller ailleurs? Comme tu l'as vu, j'ai un objectif de patrimoine brut d'1 million énorme. dans 3 ans. Je pense que sur Paris ou bien en France, de manière générale, c'est un peu plus compliqué qu'à l'étranger, dans des villes où l'imposition est beaucoup moins élevée forcément. Et du coup, si on passe à tes questions, on va regarder ensuite ton patrimoine. Penses-tu que c'est le bon moment pour moi de me lancer à l'étranger? On va regarder ça. Dois-je rester en France et commencer à investir mon patrimoine? Je pense qu'il faut commencer à investir ton patrimoine. La question, c'est de savoir où est-ce que tu vas partir, parce que ça va décider de tes investissements. Quel type d'investissement serait le plus approprié à mon profil? Du coup, ton patrimoine, on regarde ça tout de suite. Les comptes courants, est-ce qu'ils sont rémunérés ces comptes courants? Non, Malheureusement. Ok, donc à la double peine, pas de REM. Les livrets, c'est le livret A, ça on a dit, c'est au max. Je vois que tu as ouvert un PEA à la caisse d'épargne, mais a priori tu n'as pas mis grand chose dessus. T'as rien mis dessus. C'est mon banquier qui me l'a ouvert en fait pour avoir accès à une carte spécifique et les avantages de cette carte. Ouais. Et donc tu es obligé d'investir au moins 200 € pour ouvrir un PEA et avoir accès aux avantages de cette carte. Bon, là tu l'as. Tu l'as ouvert il y a combien de temps ce PEA? C'est assez récent, 5 mois à peine. Ok, donc c'est tout nouveau. Ok, je pense que tu l'as dit, tu as envie d'investir en bourse. Le concept des ETF, il t'est familier? Ouais, Ça m'intéresse beaucoup. Tu as déjà réfléchi si tu étais plutôt sur un ETF monde, un ETF Amérique, un ETF Europe? Quelle zone t'intéresse? J'ai pensé au S&P 500 Ouais. et pourquoi pas au CAC 40. Voilà, le reste, pas forcément. Ok. Et si on regarde ton cash flow, on voit que tu as 4500 € tous les mois qui partent. Tu te sens à l'aise par rapport à ta situation financière? Est-ce que tu te dis, tiens, demain, si j'ai un pépin, j'ai de quoi subvenir à mes besoins? À l'aise, oui, forcément. Parce que 22 000 € sur un livret, je pense que déjà, c'est beaucoup et ça permet largement d'avoir un matelas de sécurité important. Parce que là, on voit ton loyer, c'est 1000 €. On va dire que toutes tes dépenses cumulées ici, on est à un peu plus de 2500 €. Tu as 9 mois de dépenses à ta disposition. Donc, il faudra vraiment une catastrophe industrielle pour que demain, tu aies à taper dedans. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu as besoin de plus que ce montant-là en guise de matelas de sécurité? Pas forcément. Après, j'ai constitué ce matelas de sécurité en cas d'expatriation. Forcément que ça a un coût. On a déjà commencé à chiffrer. Ça représenterait plus ou moins cette somme-là. C'est pour ça que je la laisse de côté et que je ne l'ai pas encore investi. Donc ça, on va pas y toucher. Ça, c'est clair. Est-ce que ici, sur ce cash qui est présent sur tes comptes courants, tu as envie de l'utiliser pour investir, par exemple, en actions? Je pourrais, bien sûr. Trouver une option qui serait intéressante, ce serait
à utiliser ton PEA. Alors je ne connais pas, on peut regarder les frais du PEA caisse d'épargne. Donc ça c'est quand même génial. Là vous voyez déjà pour trouver les frais, c'est un parcours du combattant incroyable. Ouverture d'un plan d'épargne, c'est gratuit. Bon ça, tu n'as pas payé pour ouvrir, génial. Tu as des frais de tenue de garde, donc c'est quand c'est inactif. Tu as des droits de garde. Aïe. Ça j'aime pas parce que ça veut dire que tu payes juste pour avoir les titres sur ton compte en fait. Si tu transfères ton PEA vers une autre banque, ils vont te faire payer 150 €. Voilà, donc ça c'est cadeau. Bon là franchement, vous voyez quand même que s'ils avaient voulu faire un truc simple, ils n'auraient pas fait ça quoi. Je pense que c'est pas forcément le meilleur PEA. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de clôturer ce plan et d'en ouvrir un autre ailleurs. Parce que je pense que in fine, le transférer, ça va être plus compliqué que de le fermer et de le rouvrir ailleurs. De toute façon, tu n'as pas de cash dedans, enfin 200 €, donc les 200 €, ils vont te les rendre. Et puis, tu n'as que 5 mois ou 6 mois d'ancienneté. Tu sais, le PEA, tu as l'avantage fiscal qui se déclenche au bout de 5 ans. Je pense que remettre le compteur à zéro, c'est pas dramatique. Pour savoir quel est le meilleur PEA, j'aime bien aller sur des comparatifs. Mais bon, là, vous avez des listes. Vous avez aussi une liste, d'ailleurs, chez mon pote Nico de Avenue des investisseurs. Donc voilà, si vous voulez trouver un bon PEA, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je pense que la première chose à faire, c'est fermer le PEA chez nos amis de la caisse d'épargne, ouvrir un nouveau PEA, parce que tu peux qu'en avoir un par personne, évidemment. Et puis ensuite, acheter dans une banque en ligne pour baisser les frais au maximum. Et ensuite, acheter si tu veux l'ETF qui te plaît, S&P 500, CAC 40 si tu as envie. La question du coup qui se pose, c'est combien tu veux allouer à ça. Là, a priori, tu as une capacité d'épargne qui est énorme tous les mois, puisque tu n'as plus besoin de ce cash ici. Donc je pense que tu vas pouvoir allouer quand même une bonne partie. Sauf si tu me dis, là maintenant, je veux faire un apport pour un projet immobilier, tu pourras limite tout investir sur ton PEA. Et ça te ferait vachement accélérer ta création de richesse. Maintenant, il y a une limitation à tout ça, et c'est un peu pour répondre à ta première question, c'est qu'est-ce qui se passe si tu pars à l'étranger? Si tu pars à l'étranger, le PEA il sert un peu à rien parce que le PEA c'est une enveloppe fiscale française. Donc évidemment, les avantages seront caducs. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui in fine pour répondre à la question si oui ou non tu veux lancer ton activité? Est-ce que tu pourrais tester le marché d'ici sans y aller? Ça, je ne sais pas. Je pense que le mieux ce serait quand même d'être sur place. Ouais, mais ça tu pourrais le faire. Tu pourrais y aller quelques semaines pour voir. Ouais, il me faut quand même le temps de discuter avec les propriétaires, voir quelle est leur psychologie, ouvert à l'idée de louer leurs biens en location de courte durée. Ça prend un peu de temps. Ouais. Et comment tu fais là aujourd'hui en France pour aller chercher un nouveau bien? Alors là actuellement, c'est plutôt des propriétaires qui viennent à nous directement. Okay, donc là c'est facile, t'es dans la bonne position. C'est ça, avec les réseaux, etc. Et le bouche à oreille beaucoup aussi. Ou sinon, à l'époque quand je m'étais lancé seul, je prospectais. Et comment tu prospectais? C'est-à-dire que tu contactais des gens sur Airbnb pour leur proposer? Sur les différentes annonces de location. Sur Airbnb malheureusement c'est interdit. Moi j'allais directement sur les différents sites de location. Il y en a beaucoup. Je les appelais ou je leur envoyais directement un message en leur proposant mes services. Ouais, combien un mois tu penses pour commencer à creuser le sujet? Je pense qu'un mois c'est suffisant. Après c'est vraiment de savoir comment les prospecter, comment les démarcher et s'ils sont à l'aise avec ça, quoi. C'est surtout ça la question qui se pose. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller parler par exemple à des conciergeries qui sont déjà sur place? Ça peut. En te faisant passer pour un propriétaire, en disant voilà, j'aimerais savoir comment ça se passe, etc. Au moins pour voir le business qu'ils font aussi. J'y ai pas pensé, mais ça peut être intéressant. Je pense faire un peu d'espionnage industriel, comme on dit, ça fait pas de mal. Ok, ça serait intéressant parce que là aujourd'hui, la question de savoir si tu vas à l'étranger ou pas, elle est principalement drivée par ton business. Tu penses qu'aujourd'hui ton business peut être beaucoup plus florissant ailleurs, donc tu envisages d'y aller. Maintenant, t'as pas encore validé le fait que le marché soit vraiment intéressant. Est-ce que tu as envie de déplacer ta vie avant d'avoir validé ça? Ça semble un peu rapide. Tu penses que tu pourrais monter à combien de revenus sur les 12 mois à venir sur le business de vente de formation? 12 mois, je pense, à une moyenne de 20 000 € par mois. Ok. Entre 15 et 20 000 € par mois. Du coup, je vais te poser une question provocatrice, c'est quel est l'intérêt de continuer à faire de la conciergerie en direct? Ton business de formation va bientôt être 4 fois plus gros avec, on comprend bien, quasiment pas d'emmerde, quoi. Pas les emmerdes très concrètes du quotidien. Est-ce que le client, quand il t'appelle, moi aussi j'ai un appartement à Airbnb, il t'appelle toujours le week-end, enfin c'est le soir, quand il n'a pas d'autre solution malheureusement. Évidemment, il a raison de le faire. Est-ce que finalement, t'as pas un switch à opérer? Moi, c'est une activité que j'aime beaucoup. Maintenant, tu peux la déléguer. Et c'est ce qu'on fait. On essaie de la déléguer le plus possible. Mais j'aime quand même toujours avoir un œil dessus et pouvoir toucher certaines choses. Donc, je me vois pas arrêter forcément. Et puis, on peut aussi la développer, l'automatiser comme tu le dis, et continuer à avoir des revenus intéressants. Néanmoins, je pense que si tu veux accélérer ta création de revenus, te concentrer sur les formations qui a priori ont trouvé leur marché et que tu peux faire depuis n'importe où, ça te permettrait d'envisager l'expatriation et du coup de voir si remonter un business de conciergerie ailleurs, ça vaudrait le coup. Au final, les formations, tu peux les faire depuis n'importe où. C'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que d'ici là, je pense qu'il faut prendre une décision, Jonathan. Là. Faut juste y aller, en fait. Ouais. Alors là tu as les ingrédients, la soupe est bonne. Maintenant, faut juste aller la proposer. Est-ce que c'est le bon moment pour moi de me lancer à l'étranger? Franchement, ton business est florissant. Tu as un business qui est dématérialisé, que tu peux faire depuis n'importe où dans le monde. Tu as un autre business qui est physique, mais que tu arrives à déléguer. Oui, c'est coché, ça c'est sûr à 100%. Dois-je rester en France et commencer à investir mon patrimoine? Moi, je pense que tu peux commencer à investir. Dans le doute, vu que tu ne sais pas si tu vas rester en France ou pas, peut-être plutôt ouvrir un compte titre
plutôt qu'un PEA. Le compte titre, la fiscalité, peu importe, en fait, ça va dépendre du pays où tu es. Quel type d'investissement serait le plus approprié à mon profil? La bourse, que MSCI World, c'est très bien. Acheter un appartement, ça me semble pas très cohérent d'acheter un appartement maintenant en France si tu envisages de partir. À la limite, demain, tu t'installes à Dubaï ou à Abu Dhabi ou je ne sais où, ça te plaît, tu as envie d'acheter un bien, ça a du sens. Ou alors tu veux rester en France finalement et tu te développes à fond. Faut pas oublier que l'immobilier, c'est le truc le plus simple à taxer parce que ça se déplace pas. Et après, parler des autres actifs, le cash, je pense que garder du cash, c'est toujours intéressant. 20%, je trouve ça beaucoup, mais en même temps, tu es entrepreneur, donc on peut dire c'est un peu ton fonds de roulement, voilà. Moi, j'aime bien garder 10% de cash, max, pour saisir des opportunités, par exemple une baisse des marchés, et aussi pour pouvoir être à l'aise en réalité et toujours avoir ce petit matelas. Et le private equity, moi j'ai l'impression que le private equity, t'en as pas besoin, parce que finalement le private equity c'est ta boîte. Ta boîte c'est du private equity. Ouais. C'est une boîte non cotée. Est-ce que tu préfères investir aujourd'hui dans ta boîte ou dans la boîte de quelqu'un d'autre? Je pense que tu es à un stade quand même, et c'est quelque chose que je dis souvent aux équipes ici chez Finari, c'est que on peut faire plusieurs choses à la fois, mais si on veut être le meilleur, il faut vraiment se concentrer sur un sujet et faire que ça. Sur la chaîne Finari, on a fait des centaines de vidéos. Je pense qu'aujourd'hui on n'est pas trop mauvais là-dedans, mais c'est parce qu'on travaille depuis des mois, des années sur ça. On fait pas autre chose, on fait des vidéos sur la finance. Bah toi c'est pareil, tu es en train de te spécialiser sur la conciergerie, tu es en train de devenir l'expert, peut-être l'expert français, peut-être demain l'expert mondial, peut-être que je sais pas si tu fais des contenus en anglais, mais ça serait peut-être intéressant, non, tu vois. Pas encore, non. Mais ça pourrait être pertinent, tu vois, pour augmenter la portée de tes messages. Pourquoi aller investir ailleurs, hein, ça va être un défocus au final. Donc moi je ferais que des investissements pilotes automatiques, ça, les ETF c'est parfait pour ça, tu vois. Investir dans ton business, mais je m'octroierais, je sais pas, je me dirais, allez, j'y vais un mois, ou je prends 2 mois pour aller je ne sais où, et je teste le marché. Okay. Je me donne à fond. J'essaie de faire tourner mes business en parallèle pour voir si que finalement on a vraiment besoin de moi. Tu vois, des fois, moi j'aime bien faire chez Finaris et des fois il y a des sujets, juste je les laisse et je vois ce qui se passe. Et en fait, je vois que quelqu'un passe par là, le gère très bien, en fait le gère même mieux que moi. Donc des fois, il faut juste laisser aussi les gens un peu prendre la main. Et comme ça, tu te mets un cadre, tu te mets un horizon de temps et tu dis voilà, allez, je me mets 2 mois, je teste à fond. Et si au bout de 2 mois, j'ai validé mes objectifs que je m'étais fixé au début, à savoir j'ai signé 4 appartements, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, je reste. Par contre, sinon, si ça marche pas, tant pis, je reviens en France. Et après, on se revoit dans 6 mois et tu nous diras ce que tu as fait. Ça te va? Avec grand plaisir, ouais. Allez, on fait ça. Je te disais en intro, ton score, il est un peu bancal. Il est pas ouf, le score, Jonathan. Faut qu'on parle de ton score, là. Est-ce que tu gagnes plus que tu ne dépenses? Ça, facile. Est-ce que tu te payes en premier? T'investis, mais t'investis pas vraiment dans ton futur toi. T'investis pour te sécuriser, mais je veux dire, là, ton matelas, t'as empilé 4 matelas, quoi. Donc maintenant, faut y aller. Matelas de sécurité, du coup, il est épais. T'as pas d'investissement en bourse. T'as pas de PEA, du coup, t'as pas d'ETF. T'as pas de frais, évidemment. T'as pas de DCA. T'as pas de stock picking. T'as pas de CTO. T'as pas d'assurance vie. Mais bon, tout ça n'est peut-être pas pertinent vu que tu vas partir à l'étranger. C'est ça, c'est exactement pour ça que j'ai pas commencé à investir. J'avais déjà ce départ en tête, je savais pas si c'était une bonne idée d'investir avant de partir. D'où l'importance de maintenant d'acter le départ et de faire le petit laboratoire là. Aussi. Le petit stage en observation. L'immobilier, t'en fais pas pour l'instant, mais je trouve ça assez cohérent pour le coup. Tu nous l'as dit, la crypto, ça t'intéresse pas, donc pas de Bitcoin, pas d'Ethereum, pas de DCA. Les réflexes, t'investis en soi. Ouais, j'ai l'impression que tu réfléchis vachement à comment optimiser ton temps, etc. Vision long terme, bon, on n'a pas la même définition du long terme. Toi, ton long terme, c'est dans 3 ans ou dans 5 ans. C'est chaud. Le 1 million dans 3 ans, franchement, je te le souhaite, mais ça va être très difficile. Je pense que si tu fais de la formation et que tu cartonnes le truc, ouais, c'est possible dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Autrement, avec la conciergerie stricte, à part si tu prends tout le marché à Paris, ça va être chaud quand même. Objectif clairement défini, bon, ça, on peut pas te l'enlever, c'est super clair. T'as pas optimisé ta fiscalité pour l'instant et t'as un patrimoine qui est hyper liquide. C'est l'un des avantages ou des inconvénients, c'est que bon là t'es full cash. Bon, pour les plus matheux qui regardent cette vidéo, ça donne un score de 39 tout ça. Mais vu que t'as monté ta boîte, Jonathan, vu que t'as investi dans ton business qui a beaucoup de valeur, c'est qui est quelque chose que j'encourage, je te donne 21 points bonus, allez c'est cadeau. Ce qui nous emmène à 67, ce qui fait un score qui est quand même pas mal, sachant que tu as conscience du plus gros trou dans la raquette et que t'es sur le point de résorber ce trou. Est-ce que t'as d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui te paraissent important, Jonathan, aujourd'hui? Tiens, moi j'avais une question pour toi. Tu fais de la conciergerie depuis longtemps. C'est quoi l'anecdote la plus dingue d'un service qu'on t'ait demandé? L'anecdote la plus dingue, en fait, c'était tout simplement quand j'ai accueilli Cathy Hams dans l'un des appartements qu'on gère. C'était pas un service. Elle faisait quoi à Paris? Je sais pas vraiment. Elle était avec sa fille dans un appartement à Paris, du coup, et très gentille, très simple. Et c'était un plaisir de l'accueillir, tout ça. Et toi, tu savais qui c'était? Quand même. Est-ce qu'elle avait des demandes extravagantes? Pas du tout. Pas du tout en mode star. Fois, elle est restée 1 mois dans l'appartement. L'appartement a été laissé nickel. Les meilleurs clients. Si vous voulez aussi que j'analyse votre patrimoine comme Jonathan, si vous voulez venir sur le plateau, bien, vous postulez. Le lien est dans la description. On sélectionne un profil par semaine. Plus votre profil est différent de ce qu'on a déjà fait, plus il a de chances d'être sélectionné. Mais en tout cas, chaque profil est analysé. Merci encore une fois, Jonathan, d'être venu sur le plateau. C'était hyper cool. Un plaisir. Et puis, j'ai hâte de voir l'éclosion de ton business.